Ils se sont rencontrés par-delà les frontières. Ils se sont aimés, ont eu des enfants, puis un jour, ils se sont quittés. Et quand des couples binationaux se déchirent, l'enfant devient souvent l'otage de passions viscérales, égoïstes, un objet que l'on se dispute ou que l'on enlève. Chaque année, en Europe, plusieurs milliers d'enfants sont victimes de rapts parentaux et vivent à l'étranger totalement coupés d'un père ou d'une mère. Comment vit-on la séparation, la perte d'un enfant qui grandit de l'autre côté d'une frontière ? En Floride, après avoir passé Noël en famille en compagnie d'Olivier, Franck et Brigitte ont fait la paix. Sabine a accompagné Pascal sur les traces de son ex-femme à Francfort et en a profité pour tenter d'apercevoir sa fille. Gilles a rencontré brièvement Raphaël au tribunal de Porto Alegre, mais l'enfant a rejeté son père. Qu'est-ce qui se passe, là, Brigitte? Alors, je quitte la France et je repars vivre avec Franck et Mathieu. En quittant la Floride quelques semaines plus tôt, Brigitte avait emporté avec elle un secret. Non seulement elle avait obtenu le pardon de Franck, mais aussi la promesse de reprendre la vie commune. Allô, le consulat de France? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au consul adjoint, s'il vous plaît, de la part de Maîtresse Villehoff? Merci. Allô? Oui, bonjour. Je cherche à vous joindre parce qu'on a un incident imprévu et malheureusement très sérieux. Malgré finalement une évolution favorable sur le plan civil, puisque Gilles a pu rencontrer son fils, ça a été très bref, mais quand même on a pu imposer ça. La réponse, ça a été une plainte déposée à la police par la mère de l'enfant pour pédophilie. Elle a amené l'enfant au commissariat, elle l'a fait entendre, elle a été entendue elle-même. Bref, il s'est monté donc un dossier peut-être un peu étoffé, etc., de déclarations dont on devine le contenu. Il va recevoir une convocation, peut-être imminente, peut-être d'une minute à l'autre. Il va être embarqué, entendu et incarcéré. C'est un cas où la liberté provisoire est interdite. Alors, ça devient délicat parce qu'il faut bien le temps de vérifier les charges. Eh bien, vous êtes incarcéré pendant qu'on vérifie les charges. Alors, j'ai demandé ce que ça signifiait qu'être incarcéré ici, bien qu'on s'en doute. Alors, les précisions que j'ai eues, alors là, c'est même pas une question de gaieté, hein, c'est l'horreur. Hein. Et pour pédophilie, c'est épouvantable, hein, épouvantable. Bah écoutez, justement, comme on est arrivé à cette conclusion précisément que c'est à éviter à tout prix, eh bien on prend les mesures qui s'imposent. Hein. Le pauvre, il n'a même pas fermé ces trucs. Il est où, Gilles, là, en ce moment? Un avocat ne peut pas tout dire. Ce que j'espère, c'est qu'il est... enfin, arrivé en France, ça me paraît un peu court, mais en tout cas, en chemin d'y arriver. J'espère. J'espère vraiment. Gilles est arrivé au Brésil en homme libre. Il le quitte en fugitif, sans rien avoir obtenu.
Liebe Marie-Jo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Leider geht es meiner Schwester nicht so gut. Wir sind, je ne comprends pas là, meine Klasse krank. Es gefällt mir auf meiner Schule immer noch gut. Ça marche à l'école. Bis bald, dein Julian. Voilà, Et voilà, c'est daté du 15 décembre 15 décembre 2005. 2005. Et Donc c'est un petit ange. c'est grosso modo à peu près la seule chose qu'on reçoit Avec cette une photo. fois par an d'un petit-fils avec une photo, ouais, voilà, la photo. Où il est tout triste. Tout triste, là, ouais, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune nouvelle, on n'a pas de coup de téléphone, on ne peut pas l'appeler. Non, mais ils ont changé les numéros de téléphone, alors on ne peut plus. Et on se demande ce qui se passe dans sa petite tête. Et, alors bon, il a maintenant une petite sœur. Et la petite sœur, évidemment, elle a son papa et sa maman. Et lui, ben, il a un papa, mais le papa, il ne le voit pas, il ne peut pas le voir. Et ce qui me fait le plus souffrir, moi, c'est de me mettre à la place de Julian et de me demander ce qu'il pense dans sa petite tête. Et pourquoi avoir un papa et ne pas avoir le droit de l'embrasser, d'être avec lui et d'être éduqué par lui. C'est quand même pas normal. D'ailleurs, je vais vous montrer, à la place de pouvoir voir mon fils régulièrement, comme le font, j'allais dire, tous les parents français, je vais vous montrer ce que la justice allemande me présente. Tout ça, c'est mon histoire. C'est tout ce que la justice, en fait, m'a donné. Ce sont des papiers, des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. Alors, effectivement, on me dit, bah, monsieur Carrère, vous êtes dans le droit. Oui, c'est vrai, je suis dans le droit, mais mon seul problème, c'est que bah, le droit m'a jamais donné mon enfant, en fait. D'accord? Donc, moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas du papier, c'est voir mon fils. En partant à Porto Alegre, Gilles espérait ramener Raphaël pour une semaine de vacances à Paris et le présenter à Marie. J'ai quitté le pays de manière un peu précipitée. Évidemment, je ne pouvais pas partir directement depuis Porto Alegre parce qu'il y avait le risque de passer la frontière et on ne savait pas s'ils avaient fermé la frontière ou pas. Donc je suis passé par l'Uruguay, par l'Argentine. En Argentine, j'ai essayé de prendre un vol direct, mais tous les vols qui étaient vers la France passaient évidemment par le Brésil. Donc j'ai pris une autre option, je suis passé par Atlanta, puis après l'Espagne et après la France. Donc j'ai mis 60 heures pour rentrer. Ça a été un retour très pénible parce qu'à chaque passage de frontière, j'avais peur qu'ils m'arrêtent. Dans les aéroports, il y a des flics partout. À chaque fois qu'ils vous regardent, vous avez l'impression que c'est pour vous. On devient vraiment parano, ça c'est clair. La fuite en Uruguay, Paraguay, tout ça, la prison, enfin, c'est des mots qui sont super forts. Enfin, moi, je croyais pas que ça allait aller jusque-là, en fait. Là, j'ai vraiment pris conscience que cette affaire, eh ben, elle était super grave et super violente, quoi. C'est violent, c'est pas beau, c'est vraiment pas joli. Et ça fait du mal à tout le monde et c'est nul. C'est nul. C'est nul. Bonjour. Ah, vois-tu, on coince le tapis même. Alors, d'abord contente de te voir. Oui, contente d'être en France. Pas si évident, content d'être là. Ouais. Bon. Bah, ça a été un peu. T'as l'air. Je suis crevé. T'es crevé? Ouais, j'arrête pas de dormir depuis que je suis arrivé. Ouais. Tu décompenses. Ouais, je pense qu'il y a à la fois le trajet et puis bon, le séjour, mais. Bon, bah tu viens, on va faire le point. Allez. Voilà. Il faut déposer Ah oui, non, mais ça, de toute façon, c'est une évidence. Pour fausses allégations, le fait d'invoquer un acte délictuel imaginaire, c'est en soi un délit. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est une plainte lourde. On peut la rendre inquiétante pour elle. Et s'il y a une solution, c'est par ça. C'est clair. Donc, voilà. Donc, en fait... Et la plainte, elle n'est pas que sur le domaine pédophilie. Hein. Il y a aussi l'alcool, la drogue, tout ça, c'est mis dedans ou... Oui, oui, on met tout. D'accord. On met tout, on mettra là, on a tout. quand même des... Ouais. Voilà, on mettra tout, mais évidemment, la pédophilie, c'est le plus grave. Hein. Bien sûr. C'est le plus grave. Oui. Donc, on se cale sur le plus grave. Voilà. D'accord. Alors là, il faut parler de choses qui, malheureusement, sont incontournables. C'est l'argent. Je te sens inquiet, mais c'est vrai. Donc, j'ai dit à Louise, donc ça fait 2 procédures. Vous venez de m'expliquer le cheminement maximum. Combien est-ce que vous demandez? Parce que, alors, il réfléchit, puis il me dit,
10 000 € pour le tout. Parce que je dis, il me faut une idée. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça très cher. Parce que c'est 10 000 € pour les 2 procédures jusqu'au bout. Bon, je sais, hein. Je te demande pas de faire sauter une banque. Mais il faudrait trouver, tu vois, genre 1 500 €, tu vois. Disons 1 000 € plus les frais. On posera la question, ça on peut être en train de gagner un peu 15 jours. En lui demandant de faire la plainte pénale immédiatement. Alors... j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Non, moi je sais que je vais me défendre par rapport à ça parce que je trouve ça immonde ce qu'elle fait. Et j'oublie pas Raphaël, mais là je parle vraiment moi en tant que personne. Je peux pas laisser passer ça, quoi. C'est pas possible. Donc je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, pas fait. Et voilà, ça pour moi c'est impossible. C'est une question d'honneur. Il faut savoir aussi que si tu ne te défends pas, tu pourrais être condamné. Bon, alors c'est pas forcément dramatique pour le quotidien parce que il suffit de pas aller au Brésil, qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt international, etc. Mais bon, pour l'histoire, non, c'est pas possible. Pour l'histoire, c'est marqué, quoi. Ceci dit, moi, je pousse jamais les gens à faire plus que leurs forces leur permettent. Il faut être lucide par rapport à ses forces. Oui. Bon, moi, c'est vrai que les forces et physiques et financières, pour l'instant, sont un peu à plat. Et autant ma famille que Marie, que tout ça, c'est un peu c'est en dessus-dessous. Donc bon, il faut déjà un petit peu de temps pour me remettre physiquement et moralement. Et puis financièrement aussi, mais de toute façon, le pénal, non, moi, il n'y a pas... C'est obligatoire, pour moi, c'est... Je peux vous dire que le budget pour un enlèvement qui dure, et sans que ce soit nécessairement le bout de la planète, hein, ça peut être tout simplement l'autre côté de la Méditerranée, facilement, ça peut atteindre 500 000 francs, pour parler en France, 600 000 francs. Et sans être certain du résultat. C'est des budgets énormes. Et puis, il faut savoir que comme la partie rapteuse sait ça, forcément, le fait que ça coûte cher, ça fait partie aussi des armes, hein, de l'usure. C'est que quand on est obligé de se déplacer pour voir son enfant, au bout du 10 ou 12e billet d'avion, est-ce qu'on peut payer? Moi, je vous dis que même avec un salaire correct, c'est très difficile, voire impossible de faire face. Résultat, les parents qui sont victimes, ou ils s'endettent, s'ils n'ont pas de fortune personnelle, ce qui est la majorité des cas évidemment, ou ils s'endettent, mais pour leur jour durant, pour leur vie durant, ou ils renoncent. Et moi, je trouve ça terrible, parce que j'ai croisé des dossiers où le malheureux parent, vous savez, il suffit d'être isolé, de ne pas avoir de solidarité familiale, d'avoir un petit salaire, etc. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Sans argent, on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas, j'ai le cas d'une mère qui a renoncé. Mais renoncer à son enfant, c'est renoncer à sa vie. Allez, go. 9 mois après avoir quitté la France, Brigitte a retrouvé le bonheur d'être une maman à temps complet. Tu as passé une bonne journée aujourd'hui, Scooby? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maîtresse, pour ton interro ce matin? Quel interro? Parce que tu as oublié ton livre lundi, mardi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ce matin? Rien? Rien. Ah bon? Elle est sympa. Elle t'a pas dit d'être plus responsable? Elle me l'a déjà dit le matin où je l'avais oublié. Ah, ok. Comment ça va, mon petit singe? Regarde ça. Quoi? 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10 et... 3 sur 10. Et tu sais ce qui va se passer? Quoi? Au lieu que ce soit nous qui t'emmenions à SeaWorld, c'est toi qui vas nous y emmener. Mais 3 sur 10, c'est mieux que 0. Quoi? Ok, c'est bon, tu as fait une erreur, mais tu as essayé au moins. C'est parce que j'ai oublié mon livre.
C'est un escargot géant, mais sans sa coquille. Regarde, Scooby. Il n'a pas de coquille. No shell. See how big it is? There we go. Matthew. Scooby va prendre ta douche avec papa, d'accord? Papa vient de me le dire. Ça a été dur par rapport à Mathieu, de refaire l'éducation. Ça a été dur par rapport à la vie de couple, de retrouver un rythme de croisière. Ça a été dur. Ça a été dur par rapport au boulot. Il fallait tout reconstruire. Donc c'est tout d'un seul coup qui est arrivé, quoi, qu'il fallait tout refaire. C'est comme si, bon, bah, ces années de combat, toutes ces années qu'on a passé à combattre, comme s'il fallait tout réparer. Réparer tout ce qui avait été déglingué, tout ce qui avait été détruit. Par rapport à Mathieu, il fallait le tranquilliser, le rassurer, le sécuriser et bah, qu'il fasse des bêtises d'un enfant de 7 ans, quoi, tout simplement, sans s'occuper de la vie des adultes. Gratin! Gratin! Merci mon Dieu pour cette nourriture et merci d'aider les gens qui sont dans le besoin. Merci de bénir ce repas et ceux qui l'ont préparé, il n'y a pas de raison. Fais attention, c'est chaud. Si tu veux ça, je crois que c'est bon. C'est toujours bon. Moi, je veux juste manger le gâteau. Notre fils est heureux. Il est vraiment heureux que nous soyons ensemble. Ça marche très bien à l'école. Et je pense que c'est lié au fait que nous soyons de nouveau une famille. Pour les gens de l'extérieur, c'est difficile à comprendre. Vous étiez à couteau tiré et maintenant vous êtes... Les gens de l'extérieur nous prennent pour des fous, c'est sûr. Mais on s'en fiche. Le plus important, c'est que nous soyons heureux. Ça m'est vraiment égal ce que les gens pensent. Ça a été dur pour tout le monde. Bon, je suis sûr que cela a été pour Brigitte aussi et pour Mathieu. Vous savez, c'est quelque chose avec laquelle nous devons vivre tous les trois. Nos familles doivent vivre avec. Mais elles doivent accepter notre décision. Nous sommes de nouveau une famille et c'est ce qu'il y a de plus important. On a l'intention de se remarier. Ça a l'air complètement fou, mais rien n'est encore fait. Et maintenant, comment ça se passe avec Brigitte et son caractère? Avec son caractère? À vrai dire, c'est plus facile qu'avant. Ça se passe beaucoup mieux. Je suis toujours têtu. Mais je pense qu'elle m'accepte telle que je suis, et je l'accepte comme elle est. J'ai le sentiment que nous avons une bonne relation. On ne se dispute pas, du moins pas trop, juste un petit peu. On se fait même plus confiance qu'avant. Je suis profondément heureux. Je me sens bien, vraiment bien. Tout ce qui m'importe, c'est de les rendre heureux. C'est tout. Je ne demande rien de plus. Pour un couple qui traverse tous ces problèmes, en premier, la guerre commence, après il y a la haine qui arrive, qui est le complet opposé de l'amour, mais c'est quand même un sentiment d'amour. Et quand la guerre s'arrête, qu'est-ce qui revient? Puisqu'il n'y a plus de haine. Il revient l'amour, l'opposé. De l'amour, la haine, l'amour. Je veux dire, c'est une suite tout à fait logique que pas beaucoup de gens peuvent comprendre s'ils ne traversent pas des épreuves pareilles. Quand je t'entends parler de guerre, je sais ce que ça veut dire et je n'aime pas ce mot. Ça n'était pas une guerre. Moi, je ne pensais pas en termes de victoire ou de guerre. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de revoir Matthew, d'être ensemble et de renouer le dialogue avec toi. Mais comme je l'ai dit, ça a été une énorme surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on se remette ensemble. On a repris là où on s'était quitté et tout est redevenu normal. C'est comme un conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
s'appelle quoi? C'est une plainte de Maëlys. Plainte de non-paiement de pension alimentaire. Ah, oui, ok, le grand classique. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Auskunft? Tu sais toi Auskunft? Wegen Auskunft und Unterhalt. C'est pour les pension alimentaire, mais Auskunft, je sais pas. Mais en fait, la protection, le droit de la. Comment voilà, appellent ça? Il demande pour un an, pour la dernière année, il demande 4199 euros et il demande 200 et des euros par mois à partir de maintenant pour Maëlys. Moi, je te dirais qu'il ne faut pas trop te frapper. Hein. Je me rends compte que c'est toujours choquant de voir arriver une plainte de l'enfant. Systématiquement, en Allemagne, c'est l'enfant qui porte officiellement plainte. Elle doit probablement même pas être au courant, donc un jour, elle va avoir la surprise d'apprendre qu'il y a une plainte qui a été faite contre sa mère par elle-même, alors qu'elle ne le sait même pas, probablement. Donc psychologiquement, je pense que dans l'avenir, ça va être encore un grand choc. Et la deuxième chose, c'est que ça vient de Lampertheim. Lampertheim, qui est le tribunal... Premier, celui qui a été interdit. Celui qui est interdit de toucher à l'affaire. Et là, en fait, de nouveau, ils stipulent comme quoi ils sont compétents en la matière et que c'est eux qui ont fait les faux protocoles psychiatriques, c'est eux. Donc, c'est vraiment très bizarre. Ils t'aiment pas. Tu les as beaucoup vexés la dernière fois en faisant annuler leur procès, donc ils cherchent autre chose. On attend pour la suite, mais la suite est mal partie. Tant que Maëlys ne connaîtra pas la vérité, il croira toujours que je l'ai abandonnée, que je ne l'aime pas, que je me suis moquée d'elle, etc. Tant que Maëlys aura ça dans la tête, elle ne pourra pas imaginer retourner vers sa mère d'elle-même ou demander de revenir vers sa maman. Parce qu'il n'y a encore personne qui a été capable de lui dire, tu sais, ta maman t'aime et ta maman se bat et puis ce que on t'a dit n'est pas vrai. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est qu'au moins quelqu'un le lui dise, quoi. Que quelqu'un lui dise la vérité. Ce serait déjà pour moi le plus important. Tu mets les deux au bout là-bas. Là? Non. Là et là. Là? Non, attends, quel sens? Là, le trou vers les... Ça, là? Non, dans là. le trou, de l'autre côté. Oui. À un moment donné, il faut vivre. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait pour mon fils. Être prêt à aller en prison pour quelqu'un, c'est quand même très, très, très fort. Donc, puis c'est même pas une question de risque, c'est surtout s'apercevoir que qu'est-ce qu'on peut en rapporter, quoi. Si c'est batailler pendant des années pour le voir 10 minutes dans des conditions exécrables, à un moment donné, ça vaut plus la chandelle, quoi. Il y a des options aussi très dures, du contre-enlèvement, des choses comme ça, mais moi, j'en vois pas l'utilité. Et surtout, aujourd'hui, je garde comme ligne de mire l'intérêt du gamin. Et aujourd'hui, Raphaël, il grandit au Brésil, il est dans un pays qui est bien pour les enfants, et l'enlever pour l'arracher à sa mère, lui retourner tout dans sa tête, je pense que ce ne serait pas un service à lui rendre. Si je pensais le contraire, je ferais peut-être différemment, mais aujourd'hui, je pense surtout à Raphaël. Moi, personnellement, ce qui était très important, c'est de faire quelque chose. Pendant 3 ans, j'ai été dans l'attente et entre guillemets passif. Objectivement, j'étais complètement passif, et ça a été très très dur pour moi à vivre, parce que on m'a enlevé mon enfant, on m'a traité de tout un tas de choses horribles, et je ne faisais rien de concret. Je travaillais avec une avocate, on faisait des choses, mais concrètement, il n'y avait rien de fait. Aujourd'hui, je me suis défendu et je suis allé, à mon avis, au bout, et c'est ça qui est important. C'est que moi, demain, je peux revoir mon fils et je peux le voir en face, il n'y a aucun souci. Par contre, en aucun cas, c'est un abandon. Raphaël est toujours là. Raphaël, c'est mon fils. Il sera, quoi qu'il arrive, ce sera mon fils jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit. C'est vrai qu'on a mis des projets entre parenthèses, on voulait faire un bébé. Tout ça, ça a été un peu repoussé parce que moi, j'ai peur de fonder aussi une famille dans un chaos comme ça, quoi. C'est pas super facile. Donc voilà. Donc j'aimerais bien y arriver. Donc j'espère qu'on va y arriver ensemble. Ou pas, on verra.